lors de cet appel, j'ai dit, mais est-ce qu'il faut qu'on soit dans l'OTAN? J'ai dit, on verra. Et puis, on a eu plus de réunions, on a abordé plus de questions. Tu viens 3 ans après 3 ans de guerre, poser la question, est-ce qu'on sera dans l'OTAN? Est-ce qu'on sera dans l'OTAN? C'est 3 ans après que tu viens poser cette question. Mais honnêtement, les États-Unis ne nous ont jamais vus dans l'OTAN. Et ils en ont parlé, mais ce n'était jamais une réalité pour eux. Ils ne nous... Ça n'a jamais été une réalité pour eux. Et pourquoi tu as donc engagé ton pays bêtement dans la guerre? Pourquoi? Alors que dès le début, tu sentais qu'il n'était pas chaud. Mon ami, tu es entré en guerre parce que la Russie ne veut pas permettre que l'OTAN installe des armes à ses frontières, pas à ton territoire. La Russie en a fait une question de suivi. Tu ne peux simplement pas rejoindre l'OTAN. C'est pour ça que les États-Unis se désengagent. C'est pour ça que les présidents européens se désengagent. Tu as été manipulé et on s'est servi de toi pour essayer de fragiliser la Russie en détruisant ton pays. C'est ça la triste réalité. La Russie ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la force. Et si vous croyez que la guerre va s'arrêter en Ukraine, si on abandonne l'Ukraine... Il faut arrêter de... Non. Ouais, non. Ce sont ce même type de personnes qui, depuis 3 ans, encouragent l'Ukraine. Non, vraiment, on va gagner la guerre contre la Russie. Non, vraiment, on va démanteler la Russie. C'est le même genre de discours. Même quand tout est perdu, même quand les États-Unis sont en train de se retirer de la course, même quand les États-Unis sont en train de clairement dire que nous ne sommes plus là, gérez vos affaires d'Européens entre vous. Il y a toujours des gars comme ça sur les plateaux de LCI pour venir dire non, vraiment, la Russie ne comprend que la force. Non, la solution ne pourrait être que militaire. Vous écoutez, ils sont complètement déconnectés de la réalité. En même temps, c'est facile de s'asseoir sur un plateau bien au chaud et de dire que non, on doit continuer la guerre, on doit continuer la guerre. C'est complètement hallucinant. Les amis, c'est terminé pour Zelensky. L'Ukraine a perdu la guerre. Et cette défaite a été actée par Donald Trump qui a entamé les négociations avec Vladimir Poutine sans même en tenir informé ni Zelensky ni ses alliés européens. Et comme beaucoup d'observateurs l'avaient déjà soulevé depuis le début de la guerre en Ukraine, voilà donc Volodymyr Zelensky, le grand dindon de la farce, qui se retrouve exclu des discussions concernant l'avenir de son propre pays. Quel drame! Nous allons écouter maintenant ce que la secrétaire de presse attachée à la Maison-Blanche a à nous dire concernant l'appel téléphonique qu'il y a eu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Comme vous le savez, le président s'est entretenu ce matin avec le président Poutine. Ils se sont longuement entretenus et le président a publié une déclaration faisant état de cette conversation dans les moindres détails. Je peux également confirmer que le président vient de s'entretenir au téléphone avec le président Zelensky. Trump appelle Zelensky après avoir discuté avec Poutine. En d'autres termes, il a appelé pour dire que mon ami, j'ai déjà discuté avec Poutine et voilà les conclusions de notre appel. Quelle humiliation! Quelle humiliation! La conversation s'est très bien passée. Comme le président Poutine, il souhaite faire la paix. Nous avons discuté de divers sujets liés à la guerre. Il est temps de mettre un terme à cette guerre ridicule qui a entraîné des morts et des destructions massives et totalement inutiles. Trump n'en a rien à faire. Trump lui a rien promis. C'est le gouvernement Biden qui lui a promis de le soutenir jusqu'à la destruction totale de la Russie. C'est Zelensky qui a été con. Nathalie Yam a reposté sur son compte X le compte rendu qu'a fait Donald Trump de la conversation qu'il a eue avec Vladimir Poutine. Je vais vous le lire. C'est Donald Trump qui parle. Je viens d'avoir un appel téléphonique long et très productif avec le président russe Vladimir Poutine. Nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar et de divers autres sujets. Nous avons tous deux réfléchi à la grande histoire de nos nations et au fait que nous avons combattu ensemble avec du succès pendant la Seconde Guerre mondiale, en nous rappelant que la Russie a perdu des dizaines de millions de personnes et que nous en avons perdu autant. Nous avons chacun parlé des points forts de nos nations respectives et de grands avantages que nous tirerons un jour de notre collaboration. Mais d'abord, comme nous en sommes tous deux convenus, nous voulons mettre un terme aux millions de morts qui ont eu lieu dans la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Le président Poutine a même utilisé ma devise de campagne très forte, le bon sens. Nous y croyons tous deux très fermement. Nous avons convenu de travailler ensemble en étroite collaboration, notamment en visitant nos nations respectives. Nous avons également convenu que nos équipes respectives entameront immédiatement des négociations
Et nous commencerons par appeler le président ukrainien, Zelensky. Ça, c'est après avoir discuté entre eux. On va appeler le petit là pour lui faire le compte rendu. Pour l'informer de la conversation, ce que je vais faire immédiatement, j'ai demandé au secrétaire d'État Marco Rubio, au directeur de la CIA, John Ratcliffe, au conseiller à la sécurité nationale, Michael Waltz, et à l'ambassadeur et envoyé spécial Steve Witkoff de mener des négociations qui, j'en suis convaincu, seront couronnées de succès. Des millions de personnes sont mortes dans une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. Mais elle a eu lieu, elle doit donc cesser. Aucune vie ne doit être perdue. Je tiens à remercier le président Poutine pour le temps et les efforts qu'il a consacrés à cet appel et pour la libération hier de Mark Fogel, un homme merveilleux que j'ai personnellement salué hier soir à la Maison-Blanche. Je suis convaincu que ces efforts aboutiront à une conclusion heureuse bientôt, je l'espère. Et un petit clin d'œil à la fin de Nathalie. Vous avez remarqué la différence de ton? Un peu comme pour vous dire que hier, il était en train de sortir les muscles Donald Trump contre le Canada. Il a sorti les muscles contre le Mexique. Mais quand il a en face de lui un adversaire de taille qui peut lui tenir tête, un adversaire aussi puissant que lui, il est plus docile. Il parle avec plus de respect. Ce compte rendu montre clairement que l'Ukraine ne fait même pas partie de l'équation. On va discuter, on va négocier et on viendra te dire ce qu'on a décidé. Et en ce qui concerne la possibilité qu'un jour l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN, écoutez ce que Donald Trump répond lorsqu'on lui pose la question. Allez-vous vous opposer à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? Je ne pense pas qu'il soit pratique de le faire personnellement. Je sais que le nouveau secrétaire à la Défense, qui est excellent, Pete Hegseth, a fait une déclaration aujourd'hui pour dire qu'il pense que c'est peu probable ou peu pratique. Je pense que c'est probablement vrai. Je pense que bien avant le président Poutine, il disait qu'il n'y avait aucune chance qu'ils autorisent cela. Cela dure depuis de très nombreuses années. Ils disent depuis longtemps que l'Ukraine ne veut pas entrer dans l'OTAN. Et je suis d'accord avec cela. Je veux juste savoir si c'est le cas ou non. Mais il semblerait que la plupart des gens aient dit que ce n'est pas quelque chose qui va se produire. Zelensky est donc allé vendre son pays. Pourquoi? Il a fait subir 3 ans de guerre à son peuple. Pourquoi? Voilà, c'est clair. Il ne rejoindra jamais l'OTAN. Non seulement parce que l'OTAN eux-mêmes ne veulent pas prendre cet engagement-là. L'Ukraine est aux frontières de la Russie. Qu'un pays adhère à l'OTAN, ça implique que l'OTAN vienne sur son territoire déployer de l'armement lourd. Et la Russie ne peut pas accepter qu'on déploie de l'armement lourd à la frontière de son territoire. Parce que ça donnerait la possibilité à l'OTAN, qui est son ennemi, de le frapper en quelques fractions de secondes. C'est une question de suivi pour la Russie et elle n'acceptera jamais que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Et donc, comme la Russie est une puissance nucléaire, l'OTAN ne peut pas risquer d'entrer en confrontation directe avec elle. C'est pour ça qu'elle se sert de proxy, comme l'Ukraine là, pour essayer d'affaiblir la Russie. Et ce qui s'est même retourné contre l'Occident, puisque cette guerre-ci a plutôt permis à la Russie de se renforcer et de développer des moyens alternatifs pour contourner toutes les sanctions qui lui ont été imposées. Concernant toujours la question de la possibilité d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, écoutez ce qu'on peut lire sur toujours le compte de Nathalie Yamb. Le secrétaire général de l'OTAN dit qu'ils n'ont jamais promis à Zelensky que l'Ukraine pourrait adhérer à l'Alliance. Les masques tombent. Le nouveau patron du Pentagone, quant à lui, a déclaré que le retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 est impossible et que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas réaliste. On est comme ça en train de subtilement déjà dire à l'Ukraine que, mon ami, le protocole, le traité de paix qui va être signé à la Russie là, considère que les territoires qui ont déjà été pris là, oublie. Il a ajouté que les États-Unis n'enverront pas de troupes en Ukraine et que si des pays européens déploient des forces de maintien de la paix en Ukraine, ce ne sera pas sous les auspices de l'OTAN et pas en conformité avec l'article 5 de la charte. Les États-Unis sont clairement en train de se désengager de cette affaire. Ils sont en train de dire à l'Europe, comme mon ami, vous êtes seul dans votre affaire là. On ne va plus non seulement envoyer le moindre franc pour financer vos bêtises là. On ne va plus envoyer le moindre soldat, le moindre armement pour batailler là-bas.
gérez vos problèmes d'Européens entre vous. Nous voulons, comme vous, une Ukraine souveraine et prospère. Mais nous devons commencer par reconnaître que revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014 est un objectif irréaliste. Poursuivre cet objectif illusoire ne fera que prolonger la guerre et causer davantage de souffrance. Les États-Unis n'en ont plus rien à foutre. Ils veulent même que cette guerre s'arrête tout de suite. Et j'ai suivi une interview de Donald Trump dans laquelle il disait que les 500 milliards de dollars qui ont été fournis à l'Ukraine pour l'aider dans la guerre doivent être remboursés. Et qu'en contrepartie, l'Ukraine va devoir céder des terres aux États-Unis. Donc, on est déjà comme ça en train de démanteler, de brader le territoire ukrainien comme ça. Nous avons dit aux Ukrainiens qu'ils ont un certain nombre de terres de grande valeur. Et nous voulons une garantie par rapport à tout ce que nous avons investi là-bas. Nous voulons une garantie. Nous leur donnons de l'argent à l'appel, nous leur donnons de l'équipement. Et les Européens ne suivent pas ces investissements. Ils devraient payer au moins autant que nous. Nous avons un océan qui nous sépare de ce conflit. Eux, non. C'est plus important pour eux que ça ne l'est pour nous. Pourtant, ils payent beaucoup moins que nous. Donc nous sommes en train de réfléchir à un accord avec l'Ukraine afin de sécuriser ce que nous leur donnons grâce à ces terres de grande valeur et d'autres choses. Donc vous vous rendez compte que les milliards d'euros, de dollars qui étaient partagés à Zelensky chaque fois qu'il faisait une tournée là, ça doit être remboursé. Et il va devoir payer avec des contreparties de minerais ou de terres rares. Le pays sera vendu complètement aux Européens et aux Américains. Écoutons maintenant Volodymyr Zelensky lors de son allocution à Munich, en Allemagne, le vendredi 14 février, lors de la rencontre avec la nouvelle administration américaine, dans la foulée de l'appel historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je pense que certains ont encore l'espoir que nous ayons la paix, que nous trouvions une solution juste, que l'on continuera à défendre notre pays. Et bien sûr, c'est ça que nous voulons faire. Et ça, ce sont des choses Regardez son visage, il fait même pitié. Aïe. qui nous aident à tenir. Mais pour ce qui est sur l'OTAN, l'administration, le gouvernement Biden et aujourd'hui le président Trump ont dit beaucoup de choses. Ils ont transmis beaucoup de messages par téléphone. Mon premier appel avec le président Biden, lors de cet appel, j'ai dit, mais est-ce qu'il faut qu'on soit dans l'OTAN ? J'ai dit, on verra. Et puis, on a eu plus de réunions, on a abordé plus de questions. Tu viens 3 ans après 3 ans de guerre, poser la question, est-ce qu'on sera dans l'OTAN? Est-ce qu'on sera dans l'OTAN? C'est 3 ans après que tu viens poser cette question. Mais honnêtement, les États-Unis ne nous ont jamais vus dans l'OTAN. Et ils en ont parlé, mais ce n'était jamais une réalité pour eux. Ils ne nous... Ça n'a jamais été une réalité pour eux. Et pourquoi tu as donc engagé ton pays bêtement dans la guerre? Pourquoi? Alors que dès le début, tu sentais qu'ils n'étaient pas chauds. Ils ne veulent pas dans l'OTAN. C'est vrai. Il y a beaucoup de sénateurs. Regardez les gars autour de lui là. Ils sont saoulés. Ils sont en mode fini vie de faire ton baratin là, tu nous floquant. On n'est plus avec lui. Il a été complètement lâché. D'hommes politiques qui ont contribué à notre volonté de vouloir faire partie de l'OTAN, mais au niveau du chef d'État, de chef de gouvernement, il n'y a pas eu cette volonté-là. Je n'ai jamais eu de confirmation disant que nous serions membres de l'OTAN. Jamais. Donc ce n'est pas... Vous écoutez, il n'a jamais eu de confirmation qu'il sera membre de l'OTAN. Mais il est quand même parti faire face à la Russie alors qu'il n'avait aucune garantie dans la poche. Une question à poser au président Monsieur Trump. C'est une politique qui existe, qui dit que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer cela. Puisqu'on voit aujourd'hui que l'OTAN en Europe est une organisation constituée de soldats forts, notamment en Ukraine. Nous ne faisons pas partie de l'OTAN, mais nous avons une armée forte qui peut renforcer l'OTAN partout. Quelle armée? Une armée décimée après 3 ans de guerre. Il parle de quoi? J'ai l'impression qu'il est encore dans le déni. Il dit que non, on peut encore rejoindre l'OTAN. Ça veut dire qu'il est complètement perdu. Après 3 ans de guerre, j'ai l'impression ici qu'il ne comprend même pas la raison pour laquelle il est entré en guerre. Mon ami, tu es entré en guerre parce que la Russie ne veut pas permettre que l'OTAN installe des armes à ses frontières, pas à ton territoire. La Russie en a fait une question de suivi. Tu ne peux simplement pas rejoindre l'OTAN.
C'est pour ça que les États-Unis se désengagent. C'est pour ça que les présidents européens se désengagent. Tu as été manipulé et on s'est servi de toi pour essayer de fragiliser la Russie en détruisant ton pays. C'est ça la triste réalité. Et je pense que c'est dans notre intérêt à tous d'inclure l'Ukraine à l'OTAN. Cela va dans l'intérêt de l'Ukraine, mais de l'OTAN aussi. Et ça va dans l'intérêt uniquement de l'Ukraine, mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu ne peux pas intégrer l'OTAN. Et nous en avons parlé avec M. Biden, avec M. Trump. Et j'ai demandé à M. Trump, si ce n'est pas l'OTAN aujourd'hui, nous demanderons demain. Impossible, ce sera jamais. Mais si on parle d'aujourd'hui, quelles sont les alternatives? Quelles sont les alternatives? Je ne sais pas. Si on n'a pas l'OTAN, alors on créera l'OTAN en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous augmenterons la taille de notre armée. Nous doublerons la taille de notre armée. Ah, Zelensky. Il créera leur propre OTAN. Il va augmenter la taille de l'armée. J'ai l'impression que ce gars est complètement déconnecté de la réalité. Son pays est déjà vendu aux intérêts américains. Une grosse partie de son territoire a déjà été annexée par la Russie. Et ce sont des parties qui, apparemment, économiquement, étaient le poumon de l'Ukraine. Ils vont redynamiser leur armée avec quels moyens? Il nous faut plus de brigades. La Russie ont 2 fois plus de brigades que nous aujourd'hui. Donc, il va avoir une armée qui a une taille équivalente à celle de la Russie. Ils ont plus de mobilisation, plus de formation. Et en Europe, il y en a 82 brigades. Et on Regardez la tête de ceux-ci. a 110. Et même si on se combine avec celle de l'Europe... Ils sont pressés que le gars arrête son cycle. Ils sont sûrement en train de se demander mais il est en train de raconter quoi là. On n'atteint pas les nombres de la Russie, même si on est ensemble. Donc si on parle de garantie de sécurité, il faut que nous trouvions de l'argent pour avoir une armée plus forte. Ils demandent encore de l'argent. Après tous les centaines de milliards qui ont été donnés, ils demandent encore de l'argent. Ils pensent qu'à l'heure actuelle, où les États-Unis ont complètement lâché l'Europe, quel pays est capable encore de mettre son argent pour dire que non, on soutient l'Ukraine? C'est terminé, la guerre est finie. Forte et plus large pour l'Ukraine. Il faut également que nous trouvions une façon d'accroître la production et les armées en Europe. Voilà, peut-être des forces communes, je ne sais pas. On est prêt à en parler. Il est complètement perdu, complètement. Je vais vous faire maintenant écouter la réaction de Peter Hegseth à la rencontre des membres de l'OTAN mercredi dernier à Bruxelles. Pour être clair, dans le cadre de toute garantie de sécurité, il n'y aura pas de troupes américaines déployées en Ukraine. La sécurité européenne doit être une priorité pour les membres européens de l'OTAN. Dans ce cadre, l'Europe doit fournir la part prépondérante de l'aide létale et non létale à l'Ukraine dans le futur. Les membres de ce groupe doivent répondre à l'appel du moment. En d'autres termes, les Européens, occupez-vous de vos problèmes. Nous, ça ne nous regarde pas. Bien comprendre, un petit 1, il va falloir que petit à petit les Européens donnent les armes que les Américains ne donneront plus. Et petit 2, le président Zelensky avait parlé de 200 000 hommes pour sécuriser la frontière. Là aussi, les Américains disent aux Européens, débrouillez-vous. Ça, c'est vous qui devez le faire. Voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, vous partez promettre 200 000 hommes pour demander aux Américains d'envoyer leur part. Vous avez promis, vous allez assumer vos promesses. C'est un nombre considérable de militaires qu'il va falloir mettre en place sur le terrain. Et là, il y a vraiment une difficulté pour les Européens énorme. C'est pas les moyens qu'on a résiduels, faut pas les mettre pour continuer la guerre. C'est complètement fou. Alors, si vous voulez, moi, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut la paix. Il faut qu'on arrête de mourir. Il faut que ces gens arrêtent de mourir. Mais ce que vous ne comprenez pas, et ceux qui ont travaillé avec la Russie, moi, ça fait 35 ans que je travaille avec la Russie. 35 ans que j'ai envie de croire que finalement, on peut trouver un arrangement avec eux. La Russie ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la force. Et si vous croyez que la guerre va s'arrêter en Ukraine, si on abandonne l'Ukraine... Il faut arrêter de... Non. Ouais, non. Ce sont ce même type de personnes qui, depuis 3 ans, encourage l'Ukraine. Non, vraiment, on va gagner la guerre contre la Russie. Non, vraiment, on va démanteler la Russie. C'est le même genre de discours. Même quand tout est perdu, même quand les États-Unis sont en train de se retirer de la course, même quand les États-Unis sont en train de clairement dire que nous ne sommes plus là, gérez vos affaires d'Européens entre vous. Il y a toujours des gars comme ça sur les plateaux
des LCI, pour venir dire non, vraiment, la Russie ne comprend que la force. Non, la solution ne pourrait être que militaire. Vous écoutez, ils sont complètement déconnectés de la réalité. En même temps, c'est facile de s'asseoir sur un plateau bien au chaud et de dire que non, on doit continuer la guerre, on doit continuer la guerre. C'est complètement hallucinant. Non, je n'arrête pas, parce que j'étudie les discours de Vladimir Poutine. Je les lis en russe. Je lis les discours de Patrushev en russe. Ça fait 30 ans que je fais ça. Je sais de quoi je parle. Et quand les agences de renseignement de tous les pays européens disent nous serons les prochains, je suis désolée, moi je les écoute parce que je sais quelles informations ils ont, parce que ça fait 30 ans que j'étudie ce sujet. Nous n'allons pas défendre l'Ukraine, monsieur. Nous allons défendre l'Europe et la France. Voilà ce qu'il faut faire. Vous allez défendre l'Europe et la France. Est-ce que Poutine a attaqué l'Europe ou a attaqué la France? Pourquoi aller chercher des problèmes où il n'y en a pas? Les objectifs avec l'Ukraine étaient clairs. Poutine ne veut pas que vous déposez vos armes à l'entrée de son territoire. Pourquoi aller complexifier un problème qui est pourtant très simple à la base? Faire. Et voilà ce que M. Bayrou devrait dire à l'Assemblée nationale. La guerre a eu lieu, il y a 1 million de morts et blessés, maintenant il faut la paix. La guerre n'a pas encore commencé. Est-ce que vous entendez 1 million de morts, la guerre n'a pas encore commencé. Est-ce que vous entendez ce que dit Samantha? C'est-à-dire, si ce que dit Samantha est vrai, les Européens doivent y aller. Ils doivent effectivement envoyer les 200 000 hommes. Ah non, mais près de 200 000, ça c'est une autre question. Le nombre, c'est une autre question, mais... Ça, c'est les troupes pour garantir la paix, ça c'est une autre question. Et là, la vraie question, c'est la sécurité de l'Europe pour la suite. Il y a un élément quand même fondamental dans la pièce quand même, c'est que la Russie est hostile à l'Europe. Ça y est, que c'est un adversaire. Et ça va durer. Et c'est pas parce que la guerre va s'arrêter en Ukraine que d'un seul coup... Et l'Europe est quoi par rapport à la Russie? Est-ce que l'Europe, à son tour, n'est pas aussi hostile à la Russie? Quand on voit les conditions dans lesquelles cette guerre a été déclenchée, est-ce que ce n'est pas l'Europe qui a voulu intégrer l'Ukraine à l'OTAN? Dans ce cas-ci, qui a pris le devant pour chercher les problèmes? Est-ce que ce n'est pas l'Europe? D'un seul coup, on va revenir à la situation précédente et que, non, il y a un divorce, il y a une nouvelle guerre froide. La Russie est un adversaire au moins des pays européens. Les Américains, on sent bien qu'il y a un flottement quand même là-dessus. Ils voudraient éviter cette confrontation, ce qui pose d'ailleurs des doutes beaucoup sur la fiabilité du soutien américain. Éventuellement, si les pays baltes sont attaqués un jour par la Russie, quelle sera l'attitude de l'administration Trump? Si déjà l'Ukraine, ils disent non, attendez, c'est un truc entre Européens, bon, ouais, Vous voulez chercher les problèmes sur des situations hypothétiques? Les États-Unis eux-mêmes disent qu'ils ne veulent pas de cette guerre. Ils ne veulent pas de conflit avec la Russie. Si on peut arranger nos problèmes, c'est bien. Donald Trump a même parlé de la possibilité de ramener la Russie dans le G7. J'adorerais qu'ils reviennent. Je pense que c'était une erreur de les avoir exclus. Écoutez, ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer la Russie, c'était le G8. Et vous savez, j'ai dit, que faites-vous les gars? Vous ne parlez que de la Russie. Il devrait être assis à la table. Je pense que Poutine adorerait revenir. Lui, il veut arrêter la guerre, plutôt travailler sur des possibilités de collaborer avec la Russie. Mais eux, non, ils sont toujours dans le logiciel. Non, il faut qu'on batte militairement la Russie. Non, et si la Russie attaquait un autre d'entre nous, c'est quoi ça? Pas concerné. Bon, peut-être que les pays baltes, ce sera arrêtons-nous là-dessus. Ce que chose. vient dire Peter Exet là, est-ce que c'est en réalité, petit à petit, débrouillez-vous les Européens? C'est votre continent. Mais c'est clair, il était clair. Pas petit à petit, c'est l'égoïsme américain. Et là, je rejoins. C'est l'égoïsme américain et c'est une question, moi, qui passe beaucoup de temps dans les pays baltes, c'est une question que les pays baltes se posent de plus en plus. C'est-à-dire, si demain c'est eux, il va falloir s'appuyer sur des Européens, parce qu'on sait très bien de plus en plus que les Américains. Mais vous qui êtes américaine, est-ce que vous approuvez ce qui est dit? Ah mais non, mais c'est une erreur ou pas? Ah mais moi je pense que c'est une erreur, mais moi je pense que... Ah, toi tu penses qu'il faut aller, que les États-Unis doivent aller attaquer une puissance nucléaire, tant qu'américaine. Ouvrir un front là-bas, pour qu'on aille prendre l'argent du pauvre contribuable américain, qui se plaint déjà de ne pas s'en sortir, pour financer une guerre contre la Russie, contre une puissance nucléaire. Alors que tout le monde sait que si un conflit nucléaire est ouvert avec l'OTAN, les États-Unis contre la Russie, tout le monde va disparaître, on va tous perdre. Trump renie toute une histoire d'alliances qui sont essentielles, mais on le voit par exemple à travers un certain nombre d'éléments en interne, le démantèlement de USAID, le démantèlement de Radio Free Europe, qui a été la voix de l'Amérique dans des pays sous dictateurs pendant très longtemps. Pourquoi ces commentateurs sont toujours déconnectés de la réalité? Avec tout le scandale qu'on a découvert autour de l'affaire USAID, comment est-ce que les gars finançaient les groupes terreaux? Comment est-ce que les gars finançaient les médias pour
pour pomper leur propagande auprès de millions de personnes. Elle est complètement dans le déni. Elle dit que non, vraiment, c'est avec ça que les États-Unis étaient... Qui étaient tous les éléments du soft power américain. Ils sont en train de démanteler l'influence américaine dans le monde et à ça, à travers les alliances. Une influence nocive. Une influence nocive, et non seulement nocive, et qui coûte de l'argent aux contribuables américains qui ne s'en sortent déjà pas. La défense des Américains, c'est le comble, c'est vous qui l'américaine, mais si on prend la défense des Américains, depuis Obama, depuis tant d'autres, ils demandent aux Européens de payer leur dû. Mais ça, c'est pour la défense. Si on ne paye pas son assureur, si on contracte une assurance et que pendant des années, des décennies, on ne paye pas son assureur, l'assurance, elle saute. L'assureur ne va pas vous dire, bon, ben quand même, un peu pour une raison de valeur, je vais quand même continuer à vous assurer. C'est fini. Est-ce qu'on est à ce moment-là où les Américains disent avec raison, désolé, mais on n'a pas de raison d'assurer votre sécurité si vous ne payez pas votre dû. Non, alors la question de payer le dû, je l'entends. De toute façon, il y a certains pays qui ont besoin d'investir plus. Et je pense de toute façon que même pour nous, Européens, il faut investir plus. Mais cependant, et ça fait 20 ans qu'on dit... Elle dit nous, Européens, finalement, elle est américaine ou elle est européenne. Donc, en plus, ils veulent aller chercher les problèmes, créer des conflits pour qu'un autre vienne financer. Et quand celui-là dit que non, il ne finance plus, vous-même payez, financez les problèmes, financez les guerres que vous avez créées, ça devient que non, il ne respecte pas l'alliance. Ils disent il faut, ils sont à 3,5%. Il y a des... non, c'est la France. Allez en Pologne, allez dans les pays baltes, la discours n'est pas le même. Non, mais... La moyenne européenne, je crois que c'est moins de 2. Il y a quand même des pays qui écoutent le discours et qui font des efforts. Donc, à un moment, ces pays-là... La Pologne, par exemple. La Pologne et les pays baltes. Bravo les Polonais. Bravo. Oui, mais c'est ceux qui sont le plus exposés. Donc, à un moment, je trouve un peu difficile d'entendre là, de toute façon. Bon, nous allons arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la situation actuelle concernant le conflit russo-ukrainien. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.